Et nous y avons laissé des traces. Des peintures. Nous avons peint le contour de nos mains. Pourquoi? Je sais que vous aimeriez bien le savoir. Mais mon père, qui m'a appris à peindre la forme de mes mains en les posant sur la paroi de la grotte et en crachant de la peinture autour, mon père qui m'a appris le secret de ces peintures, mon père m'a aussi appris que je ne devais en parler à personne. Jamais. Sauf à mon fils, quand il sera grand. Dans notre clan, nous peignons nos mains entières. Mais dans la grotte à côté, ils replient certains doigts et on a l'impression, sur la peinture, que leurs doigts sont coupés. Ils m'ont expliqué que c'était leur code de chasse. Chaque manière de replier les doigts a un sens qui leur permet de communiquer avec les autres pendant la chasse. Sans faire de bruit, pour ne pas effrayer le gibier. Nous n'avons pas peint que des mains sur ces murs. Nous avons aussi peint des animaux. D'abord juste des morceaux, des ébauches de tête ou des têtes entières, pour s'entraîner. Et puis nous avons peint des animaux entiers, des bisons, des chevaux, des bouquetins, seuls ou en groupe, fixes ou en train de courir. On s'est perfectionné, quoi. Haute technologie. Qu'est-ce que c'était beau. Et vous, encore aujourd'hui, vous cherchez ce qu'on a bien voulu dire avec ces peintures. Pourquoi nous sommes allés raconter nos vies au fond de ces grottes froides, sombres, humides? Ça, vous cherchez. Tous ces signes, tous ces signes que nous vous avons laissés. L'art pour la beauté du geste. Un hommage rendu aux animaux, symbole de nos clans. Un rituel pour éloigner les prédateurs ou au contraire, pour attirer le gibier. Une façon d'entrer en contact avec les esprits des ancêtres, des animaux ou de la nature tout entière. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? En vérité, c'est beaucoup plus simple, vous savez. Vous voulez que je vous dise? Vraiment? Eh bien, c'est... Voyez, c'est pas la peine de chercher bien loin. Vous vous souvenez quand je me disputais avec mon ami pour savoir combien de bœufs il m'avait vendu? Bon, j'avais dit que je trouverais une solution. Eh bien, j'ai trouvé. Comment garder une trace de nos échanges? Une trace indiscutable, fixe, gravée. Gravée, oui, il suffit de graver sur une petite tablette. Oui, c'est comme un iPad, mais en terre, en argile. Il suffit de graver quelques signes. Alors, quels signes? D'abord, un signe qui indique le nombre 10. Parce qu'il m'a vendu 10 bœufs. C'était pas 12? Non, c'était 10. Mais si, c'était 12. 12, un 10, non. Ah. Bon, et puis à côté, un signe qui indique qu'il m'a vendu des bœufs, et pas des chameaux. Eh bien pour cela, il suffit de graver une tête de bœuf. Pas une tête entière avec tous les détails, non, mais juste avec le contour et deux cornes. Le tour est joué. Génial, non? Eh oui, et d'ailleurs mon invention s'est rapidement répandue à Sumer. Ah oui, alors en évoluant avec le temps, bien sûr. Par exemple, moi, au début, j'écrivais de haut en bas. Et on s'est vite rendu compte que c'était plus facile d'écrire de gauche à droite. Donc, notre sens d'écriture a changé, et avec lui, l'orientation de nos signes a changé aussi.
Bon, et puis vous savez avec quoi on dessinait? Avec quoi on écrivait? Avec une pointe de roseau taillée. Oui, on enfonçait la pointe dans l'argile et on creusait un sillon pour dessiner le signe. Mais il y avait un problème, c'était pas forcément très propre. Et oui, on pouvait rater une partie ou arracher un morceau d'argile, et on confondait les bœufs avec les chameaux. Alors quelqu'un a eu l'idée, au lieu d'enfoncer la pointe et de creuser un sillon, de simplement l'enfoncer une fois dans l'argile, juste pour faire une empreinte. Une empreinte en forme de clou, avec la tête d'un côté et la pointe de l'autre. Et bien on recommençait. Les clous les uns à côté des autres, jusqu'à reconstituer une forme de tête de bœuf, avec ses deux cornes. Et comme le clou, en latin, ça se dit cuneus, eh bien vous avez appelé ça, à notre écriture en forme de clou, l'écriture cunéiforme. Ouais. Et cette technique, elle a duré des siècles, en évoluant elle aussi, bien sûr, à son tour. Par exemple, à Ougarit, dans ce que vous appelez aujourd'hui la Syrie, eh bien ils ont changé la signification des signes. Au lieu que chaque signe représente un mot entier, il ne représentait plus que la première lettre de ce mot. Toujours les deux cornes. Ce symbole de tête de bœuf, c'est un peu comme s'il ne représentait plus le mot bœuf en entier, mais juste la première lettre du mot, la lettre B. Et ça c'est génial, parce qu'un système d'écriture dans lequel chaque signe représente une lettre, ça s'appelle Un alphabet. un alphabet. À Ougarit, on invente le premier alphabet du monde. Alors il n'y a pas eu qu'à Ougarit. Il y a eu la Phénicie aussi. Le Liban d'aujourd'hui. Les Phéniciens reprennent l'idée d'un alphabet, mais ils abandonnent l'écriture cunéiforme pour revenir à une écriture linéaire. Dans cet alphabet, le symbole de tête de bœuf, toujours avec les deux cornes, ne représente plus le mot bœuf, mais juste la première lettre du mot. Mais en phénicien, le bœuf, ça se dit Aleph. Attention, je n'ai pas dit Aleph, j'ai dit Aleph. La première lettre, c'est un coup de glotte, c'est A, c'est une consonne. Voilà. Bon, alors, les Phéniciens répandent leur alphabet dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'en Grèce, par exemple, où là aussi il a continué à évoluer pour s'adapter aux langues locales. Par exemple, pour écrire en phénicien, je n'ai besoin que d'un alphabet avec des consonnes. Mais pour écrire en grec, j'ai aussi besoin de voyelles. Par contre, certaines consonnes ne servent à rien. Le aleph, par exemple, le coup de glotte, il n'existe pas en grec. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Eh bien, ils ont repris les symboles des consonnes qui ne servaient à rien pour représenter les voyelles qui leur manquaient. Et le symbole aleph ne représentait plus le son A, mais juste le son A. Et c'est comme ça que les Grecs ont inventé alpha à partir de aleph.
Révolution.